Alors, on va commencer. Bonjour et bienvenue au point de presse public concernant la mise aux normes de l'usine d'épuration. Je me présente, Jennifer Drouin-Ostigui, directrice intérimaire de la communication et de la participation citoyenne. Avant de commencer, je désire vous informer que ce point de presse est enregistré. Il sera disponible sur notre site Internet dès le vendredi 13 décembre et à la télévision locale de Nous TV durant la semaine du 16 décembre. Voici l'ordre du jour. Dans un premier temps, M. André Beauregard, maire de la ville de Saint-Hyacinthe, prendra la parole. Par la suite, M. Guy Fouquet, vice-président senior Aménagement, Environnement et Sciences de la Terre, et Marc-André Desjardins, vice-président Environnement de la firme d'ingénierie spécialisée FNX Innov, qui nous accompagne dans la mise aux normes de l'usine, feront le point sur les odeurs et les émanations de H2S à l'usine d'épuration. Finalement, M. Charles Laliberté, directeur général adjoint services techniques, et M. Stéphane Labrie, directeur du service des finances et trésorier, présenteront la zone tampon et la surtaxe pour les terrains vacants desservis. Je voudrais également vous présenter certaines personnes qui sont avec nous à la table. Mme Chantal Frigon, directrice générale de la ville de Saint-Hyacinthe, et M. Jordan Gossery, directeur de projet mise aux normes de l'usine d'épuration. Également présent dans la salle, Mme Claire Gagné, conseillère municipale du district Bois-Joli, M. Guylain Coulombe, conseiller municipal du district Saint-Thomas-d'Aquin, Mme Annie Pelletier, conseillère municipale du district Saint-Sacrement. Excusez. Par la suite, une fois que les présentations seront terminées, on va avoir une période de questions de la part des médias et sera suivie par une période de questions des personnes du public. Donc, si vous avez des questions durant la rencontre, je vous demande de bien les garder pour la fin. J'invite maintenant M. le maire André Beauregard à prendre la parole. Merci, Jennifer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous cet après-midi. Depuis l'annonce du projet de mise aux normes, et plus particulièrement depuis l'entrée en vigueur du règlement de superposition en septembre dernier, de nombreuses informations ont circulé dans l'espace public. Le point de presse de cet après-midi est l'occasion de rectifier certains faits, de clarifier la situation concernant les odeurs et les émanations de H2S et de présenter l'échéancier des prochaines étapes à venir. C'est d'ailleurs un engagement que nous avions pris à la première rencontre citoyenne en septembre dernier. Notre objectif est non seulement de vous tenir informés, mais aussi de vous faire comprendre l'importance cruciale de ces travaux pour l'environnement et le développement futur de Saint-Hyacinthe. Le projet de mise aux normes de l'usine est complexe à plusieurs niveaux. C'est d'ailleurs l'un des projets les plus ambitieux jamais entrepris sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Et puisque les infrastructures comme les réseaux d'égouts et les usines de filtration et d'épuration sont invisibles dans notre quotidien, elles sont parfois hors de notre champ de conscience. Les systèmes qui nous fournissent de l'eau potable au robinet et qui permettent l'évacuation des eaux usées dans la douche ou la toilette ne fonctionnent pas par magie et ils ne sont pas éternels. Ce qui est invisible dans notre quotidien n'en demeure pas moins fondamental. En plus de nos experts de la ville, nous sommes accompagnés de 2 représentants de FNX Innov, la firme d'ingénierie spécialisée mandatée par la ville pour nous accompagner dans le projet de mise aux normes de l'usine d'épuration. Je tiens aussi à souligner, ça a déjà été fait, mais remercier de leur présence les conseillères et conseillers municipaux, Mme Gagné, Mme Pelletier et M. Coulombe. Une période de questions est prévue à la fin de la rencontre. Si, après cette rencontre, vous avez encore des interrogations sur le projet de mise aux normes de l'usine, vous aurez l'occasion de poser vos questions lors de la séance publique du lundi 16 décembre prochain à 18h30 à l'Hôtel de Ville. Je cède maintenant la parole à messieurs de FNX Innov. Merci pour votre présence et bon après-midi à vous tous. Merci. C'est moi qui l'ai. C'est toi qui l'as, c'est bon. Parfait. Merci tout le monde.
Je vais me permettre en début de faire une petite présentation, une courte présentation de la firme. Et par la suite, mon collègue Marc-André va entrer dans le vif du sujet, celui du sujet principal de cet après-midi. Donc, le plan de la présentation est très simple. Donc, on va vous présenter un peu qui nous sommes. On va vous faire un peu un historique de la contribution de Phoenix Innov dans le projet qui nous concerne aujourd'hui. Et on va faire un petit rappel concernant les différents épisodes, des questions de problématiques avec les émanations et le retour sur l'étude qui a été réalisée avec le groupe Robin concernant la mitigation des odeurs, le projet de mise à niveau de la station d'épuration et finalement les plans d'action qui vont être proposés à court et moyen terme relativement à la problématique. Au niveau de la présentation, tout simplement, j'aimerais juste vous mentionner que je suis un diplômé de l'Université de Sherbrooke, génie civil et également maîtrise en ingénierie depuis quelques années. C'est pour ça que vous voyez mes cheveux gris. Je suis en charge de tout le secteur aménagement, environnement et sciences de la terre du groupe de Phoenix Innov, dont la direction traitement des eaux qui est avec mon collègue Marc-André Desjardins. J'ai quelques années d'expérience dans le génie conseil et une trentaine d'années d'expérience aussi dans des projets multidisciplinaires de toute nature. Fait que j'ai vu différents types de problèmes. Je suis membre aussi de plusieurs conseils d'administration qui touchent le développement et l'implantation de technologies propres. Fait que toutes les préoccupations en environnement, ce sont des choses qui me sont très sensibles. J'inviterai maintenant mon collègue Marc-André à se présenter, puis après ça, je reviendrai par la suite. Bonjour à tous. Moi, mon nom, c'est Marc-André Desjardins. C'est moi qui est le directeur de projet pour Phoenix Innov, le directeur du projet de mise aux normes, de mise à niveau de la station d'épuration de la ville de Saint-Hyacinthe. Pour ma part, moi, je suis ingénieur civil de formation. J'ai terminé en 1984 mon baccalauréat en génie civil. J'ai fait une maîtrise en génie de l'environnement, terminée en 1986. Et par la suite, j'ai débuté dans le génie conseil, un secteur que j'ai jamais quitté. En fait, ça fait 32 ans maintenant que je suis avec Phoenix Innov. J'ai une expérience en traitement d'eau, eau potable, mais beaucoup de traitement d'eau usée, dans le contexte notamment de stations d'épuration mécanisées, comme la station d'épuration ici à Saint-Hyacinthe. Maintenant, qui sommes-nous? Bien, foncièrement, on est un bureau de génie conseil. Donc, génie conseil avec des laboratoires bien implantés dans différents secteurs des infrastructures, dans le domaine du traitement des eaux, toute la question de la voirie municipale, le bâtiment, aussi beaucoup implanté dans les domaines des sciences de la terre, donc dans le domaine des barrages, dans les grands ouvrages sur lesquels on participe à travers le Québec. C'est pour cette raison-là, peut-être la prochaine, qu'on est présent dans 18 villes au Québec et au Canada. Donc, mais principalement, notre ancrage est ici au Québec, dans la province dans laquelle on a la majorité de nos bureaux. Et donc, on couvre, comme je le mentionnais tout à l'heure, différents secteurs d'activité, dont le domaine du traitement des eaux. La suivante. Depuis le 23 juillet 2023, puis on va l'annoncer officiellement le 1er janvier 2024, on devient une autre firme. Donc, on s'est joint à un groupe mondial qui s'appelle Artelia, qui sont aussi un groupe qui ont un de leurs fers de lance, c'est tout le domaine de l'eau. Donc, on va devenir un groupe mondial de près de 10 000 employés, parce qu'à Phoenix Innov, on est 1200. C'est déjà une belle équipe à gérer avec plusieurs défis. Mais maintenant, on va devenir un groupe mondial de 10 000 personnes dans 40 pays, dont un des axes de développement est celui du domaine de l'eau, autant du côté barrage, mais du côté traitement des eaux. Donc, on a une histoire d'à peu près regrouper toutes les firmes qu'on va être à l'intérieur d'Artelia. On regroupe à peu près 100 ans d'histoire dans le domaine de l'eau. Donc, ce n'est pas un domaine qui est pour nous nécessairement nouveau. La prochaine.
plus concrètement ici au Québec, puis j'ai restreint la carte seulement dans la grande région métropolitaine, incluant Saint-Hyacinthe, juste pour vous présenter sommairement les projets de traitement des eaux sur lesquels on a participé au cours des dernières années. Donc, notre participation au projet de Saint-Hyacinthe est très intéressant pour nous, mais il fait partie aussi d'un axe de développement dans lequel ce n'est pas notre premier projet. Donc, vous allez voir par l'expertise de Marc-André et toute son équipe la capacité qu'on a pour réaliser le type de projet de traitement des eaux. Donc, comme vous voyez sur la carte, on est actuellement impliqué sur l'usine GR Marcotte à Montréal. C'est quand même l'une des plus importantes stations au monde pour le débit qu'elle traite. Également à Laval, sur les 2 stations d'épuration qui sont là, la ville de Longueuil également. Et là, on a fait une série de stations d'épuration dans les villes périphériques au Grand Montréal, que ce soit à Beauharnois, Terrebonne, donc comme vous pouvez voir sur la carte. Maintenant, sans plus tarder, je vais passer la parole à Marc-André pour vous donner plus spécifiquement le sujet de cet après-midi. Merci, Guy. Alors, notre implication avec la ville de Saint-Hyacinthe date pas d'hier. Notre premier mandat a été amorcé en 2018 avec les études préparatoires pour la mise à niveau de la station d'épuration. Un mandat qui s'est achevé en 2020 et qui comportait effectivement l'enjeu de la gestion des odeurs, qui nous a amené d'ailleurs à recommander d'entrée de jeu une solution d'injection de sulfate ferrique dont on va parler un peu plus tard aujourd'hui. En 2020, suite à l'étude préparatoire, on a participé à un appel d'offres public et on a remporté le mandat pour l'étape suivante. L'étape suivante qui était le mandat des plans et devis, de la surveillance des travaux pour votre projet de mise à niveau de l'usine d'épuration, incluant encore une fois le volet de la gestion des odeurs pour certains secteurs particuliers du bâtiment principal. Ce mandat-là, en début 2023, a été bonifié avec l'ajout de secteurs spécifiques, de secteurs additionnels dans le bâtiment principal de la station. Et en 2024, on a également vu notre mandat bonifié pour ajouter de nouvelles sources d'odeurs, celles-ci concernant des secteurs extérieurs à la station d'épuration. Maintenant, je pense qu'il faut toucher un peu un mot concernant la question de l'origine des H2S, l'origine des odeurs. Évidemment, c'est une station d'épuration. Son but dans la vie, c'est de traiter des eaux usées. Puis des eaux usées, ben, j'apprends rien à personne. Là, ça sent pas la fleur. C'est évidemment un produit qui est malodorant, qui est susceptible de causer des nuisances. Et ça fait partie de la vocation de l'usine d'avoir à composer avec cet effluent-là. L'autre élément qui est important de mentionner, c'est qu'au cours des dernières années, puis je dirais particulièrement les 5 dernières années, on a observé à la station d'épuration de Saint-Hyacinthe un accroissement important des débits et des charges qui ont fait que c'est venu ajouter une pression additionnelle sur les ouvrages de la station. L'autre élément qui est particulier à Saint-Hyacinthe, c'est que vous avez une installation de biométhanisation qui permet de convertir la matière organique en biogaz, le biogaz qui est ensuite purifié et injecté dans le réseau d'énergie. Important de mentionner que la ville de Saint-Hyacinthe est vraiment une pionnière au Québec dans ce domaine-là. C'est une façon de valoriser la matière organique, de faire en sorte que quelque chose qui est historiquement un déchet devienne une ressource. Et là-dessus, je pense qu'il faut applaudir l'initiative de la ville. En contrepartie, quand tu traites des matières organiques, bien évidemment, vous ne serez pas surpris de comprendre que ces intrants-là, ce sont des eaux usées, des effluents concentrés qui peuvent aussi générer
des odeurs. Donc ça vient ajouter aux odeurs que les eaux usées domestiques amènent déjà. Finalement, il faut se dire, là, Monsieur le maire l'a évoqué, la station d'épuration, ça fait plusieurs années qu'elle vous rend des services à Saint-Hyacinthe. C'est un ouvrage qui est vieillissant. C'est un ouvrage qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être mis à niveau, d'être mis aux normes. Ça va nécessiter des investissements majeurs au cours des prochaines années par la Ville. Et l'autre élément qui vient s'ajouter à cette situation-là, c'est qu'on doit composer maintenant, ici à Saint-Hyacinthe, puis partout au Québec, avec les impacts des changements climatiques qui vient accroître les pressions sur vos ouvrages d'épuration. Maintenant, on pense nécessaire de revenir sur le mandat d'étude qui a été réalisé pour le groupe Robin qui concernait la mitigation des odeurs. La première des choses qu'il faut réaliser, qu'il faut comprendre, c'est que Phoenix Innov n'aurait pas dû accepter le mandat pour groupe Robin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on travaillait déjà pour la Ville dans un enjeu qui concernait spécifiquement l'objet du mandat. Donc, ça nous mettait nécessairement en situation de conflit d'intérêts. Maintenant, vous allez me demander, pourquoi vous l'avez accepté, le mandat? Tout simplement parce que on est une grosse société, c'est pas une excuse, on est 1200 employés, plusieurs vice-présidences. Ce mandat-là a été accepté dans une autre vice-présidence, puis en dépit du processus de vérification chez nous qui se déroule normalement pour ce genre de situation-là, le mandat, il est passé sous notre radar, puis dans notre vice-présidence ici, on n'en a pas eu connaissance. En fait, moi, j'ai été informé de ce mandat-là le 9 septembre, lorsque le directeur de projet de la Ville a communiqué avec moi pour m'informer que nous étions aussi le conseiller de groupe Robin dans cette question-là concernant les odeurs. Le rapport qui a été produit au terme de ce mandat-là, un rapport daté du 6 septembre, visait à identifier des pistes de solutions temporaires afin d'atténuer les odeurs émanant de la station d'épuration. L'ingénieur qui a signé le rapport n'a pas eu accès aux données du projet et n'avait pas en main les informations pour évaluer l'applicabilité réelle des moyens de mitigation qu'il a recommandés dans le rapport qu'il a produit. En fait, la réalité, c'est que vu l'ampleur du réseau de la Ville de Saint-Hyacinthe, vu l'importance des rejets industriels, l'une des recommandations qui était faite dans ce rapport de traiter à la source, c'est-à-dire au point de rejet dans le réseau, les émissions de H2S, malheureusement, cette recommandation-là n'était pas faisable. L'autre élément qui était souligné dans ce rapport-là, c'était la possibilité d'utiliser des agents masquants. Cette suggestion-là est également pas applicable. Elle n'est pas applicable parce que, premièrement, il faut comprendre qu'un agent masquant, ça ne vient pas changer les concentrations des contaminants qui sont déjà dans l'air. Et ici, l'enjeu principal qui nous occupe, c'est le fait qu'actuellement, on a une situation de non-conformité pour la concentration du H2S, la norme de 4 minutes. Donc, on aura beau ajouter tous les agents masquants du monde, ça ne va pas changer la concentration de H2S. Donc, on ne règle pas la question de cette non-conformité-là avec l'usage d'agents masquants. Maintenant, nous, on ne dit pas qu'on ne pourra pas éventuellement recourir à des agents masquants, et on va le voir un peu plus tard. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne commence pas par utiliser des agents masquants
dans une situation comme celle de la ville de Saint-Hyacinthe, il faut d'abord utiliser un agent qui va attaquer, réduire les concentrations de sulfure dans l'eau, et c'est ce qu'on veut faire avec le sulfate ferrique. Maintenant, la réalité, c'est qu'en dépit du fait que les recommandations qui étaient formulées par notre collègue de l'autre présidence chez FNX Innov n'étaient pas adéquates, ce rapport-là a quand même été mis de l'avant sur la scène publique. Et c'est sûr que ça crée de la confusion. Puis, honnêtement, on est désolé. On est vraiment désolé de cette situation-là. Puis, le but aujourd'hui, c'est vraiment de remettre les pendules à l'heure, de vous dire ce qui est applicable, de vous dire ce qui n'est pas applicable et de vous indiquer, de vous faire part des plans d'action pour y arriver. Le projet de mise à niveau de la station d'épuration, ça va être une grosse cure de rajeunissement pour la station d'épuration. Station d'épuration qui est en opération depuis plusieurs dizaines d'années, qui, comme on le disait tantôt, a rendu de valeureux services et qui continue de traiter les rejets qui sont acheminés à chaque jour à la station d'épuration. Mais forcément, cette station-là doit maintenant être modernisée et doit aussi être mise aux normes par rapport à de nouveaux paramètres, de nouvelles exigences qui ont été imposées par le ministère de l'Environnement. La capacité actuelle de votre station d'épuration Saint-Hyacinthe, c'est de 45 000 mètres cubes d'eau usée par jour. Ça, c'est 45 millions de litres d'eau qui, à chaque jour, arrivent en moyenne à la station d'épuration. Dans le cadre du projet de mise à niveau, on veut augmenter ça à 70 millions de litres d'eau par jour, capacité moyenne. En capacité de pointe, on parle d'une capacité qui va être augmentée de 100 000 mètres cubes par jour en conditions de pointe à 140 000 mètres cubes d'eau par jour. Donc, c'est significatif comme accroissement de capacité et le projet va inclure en outre des équipements de traitement spécifiques pour gérer les odeurs, autant les sources d'odeurs à l'intérieur du bâtiment, notamment à l'arrivée des eaux usées. Vous savez qu'à Saint-Hyacinthe, il y a deux postes de pompage qui alimentent la station d'épuration. Ces eaux usées-là arrivent à l'entrée de la station et forcément, dès qu'elles arrivent dans le canal principal, il y a un dégazage qui se produit. Et les gaz qui sont libérés dans la salle de pré-traitement vont être confinés, vont être traités avant d'être rejetés à l'extérieur du bâtiment, ce qui n'est pas le cas actuellement. L'autre source d'odeur qui est importante à l'intérieur du bâtiment de la station d'épuration, c'est tout le secteur où on déshydrate les boues. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on traite des eaux usées, on enlève de la pollution dans l'eau, mais cette pollution-là, on la concentre dans un résidu qu'on appelle les boues d'épuration. Bien, ces boues-là, à Saint-Hyacinthe, à la station d'épuration, elles sont déshydratées et on se ramasse avec une masse de matière solide qui peuvent générer des odeurs. Bien, ces odeurs-là vont être traitées, vont être captées avant d'être rejetées à l'environnement, donc à l'air ambiant. Ici, j'ai une vue qui montre la station d'épuration actuelle avec tous ses ouvrages. Et sur la diapo suivante, on montre un aperçu des modifications qu'on envisage au niveau de la station d'épuration. Sans entrer dans trop de détails techniques, simplement vous mentionner que dans le cadre du projet, on va améliorer les ouvrages de pré-traitement.
on va surtout intervenir au niveau de la filière principale. Donc, vous avez d'abord des décanteurs primaires qui vont être, disons, les équipements mécaniques vont être refaits, vont être modernisés. Les décanteurs primaires dans une station d'épuration, c'est un peu comme la fosse septique que peut-être ceux qui habitent des résidences isolées à l'extérieur de la ville connaissent. Ça enlève les solides. Ça enlève les matières solides, mais ça n'enlève pas la pollution soluble. Pour enlever la pollution soluble, à Saint-Hyacinthe, vous avez recours à un procédé qu'on appelle les boues activées. Les boues activées, c'est un procédé biologique. C'est-à-dire que tout ce qui sort des décanteurs primaires est acheminé vers des bassins d'aération où on met en présence les eaux usées avec de la biomasse, qui sont des bactéries, qui utilisent les eaux usées qui arrivent comme source de nourriture. Donc, elles transforment cette pollution-là, les bactéries, en d'autres bactéries. Donc, on vient transformer une pollution soluble en quelque chose de solide et les solides en question, donc la biomasse qui a été produite dans le procédé, est séparée dans les décanteurs secondaires. Donc, vous le voyez, on va ajouter 2 bassins d'aération. Vous en avez 4 actuellement. Et on va ajouter 2 décanteurs secondaires. Il y en a 4 actuellement. On va également ajouter un processus de désinfection des eaux usées. Donc, les eaux usées, une fois traitées, vont être désinfectées avant d'être envoyées à la rivière Yamaska. Parlons maintenant des plans d'action pour le H2S et les odeurs. En réalité, c'est 2 plans d'action qui vont être déployés en parallèle. Un premier plan d'action court terme et le second qui est à moyen terme, qui va en réalité s'articuler autour du projet de mise à niveau de la station d'épuration. Parlons d'abord du plan court terme. En fait, ce plan-là implique, dans un premier temps, de terminer des travaux qui sont déjà amorcés à la demande de la Ville pour régler toute la question des odeurs qui viennent de la salle de traitement des boues dont je vous parlais tantôt. C'est quand même une source d'odeur conséquente. Actuellement, ces odeurs-là ne sont pas traitées. L'air qui sort de ces espaces-là est envoyé à l'extérieur parce qu'actuellement, il n'y en a pas de système de traitement. Mais d'ici janvier 2025, ces systèmes-là vont être opérationnels. Donc, ça va contribuer déjà à abaisser, à réduire les airs viciés, les odeurs qui sont émises par ce secteur-là de la station d'épuration. Ce qu'on veut faire aussi d'ici le printemps 2025, c'est de remettre en fonction le dosage de sulfate ferrique. Pourquoi je dis remettre en fonction? C'est que suite aux études qu'on a réalisées en 2018-2020, suite au processus de demande d'autorisation ministérielle, parce que, bon, la Ville n'avait pas l'autorisation au lendemain de notre étude de doser du sulfate ferrique. Encore fallait-il avoir l'autorisation du ministère de l'Environnement. Une fois l'autorisation obtenue, acheter les équipements, les mettre en place. Bref, il y a une première tentative de dosage de sulfate ferrique qui a été faite au courant de l'année 2022. Et cette tentative-là s'est révélée un échec, pas parce que le sulfate ferrique enlève pas l'H2S ou réduit l'H2S. C'est chimique, c'est sûr que ça va fonctionner. Par contre, le sulfate ferrique peut avoir d'autres impacts également, et ce sont ces impacts-là qui ont causé problème en 2022. Notamment, puis encore là, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais lorsqu'on dose du sulfate ferrique dans de l'eau, oui, on va réduire les sulfures, c'est une bonne chose quand on veut abattre les H2S, mais on va aussi aller chercher le phosphore. Puis dans l'eau usée, le phosphore, quand tu as un traitement biologique, ben, tu en as besoin. Parce que les petites bactéries, là, ils ont besoin de phosphore pour leur métabolisme. Alors, si on met du sulfate ferrique puis on enlève trop de phosphore, ben du coup, on risque de créer un problème de carence pour notre biomasse. Alors là, ce qu'on veut faire d'ici le printemps 2025, c'est de bien s'assurer qu'on va avoir les dosages adéquats
pour être en mesure d'abattre les sulfures, mais de laisser passer assez de phosphore pour la biomasse. Donc, ça implique des échantillonnages, des analyses. Ça implique aussi certains efforts de conception, d'acheter les équipements de dosage qui vont être nécessaires pour compléter les équipements déjà en place et finalement mettre en route les équipements. Donc, cette remise en fonction, on prévoit la faire au printemps et elle va se dérouler progressivement jusqu'au début de l'été 2025. Il faut comprendre que la présence de sulfure dans l'eau, les conditions qui vont faire en sorte qu'on va avoir des émanations d'H2S sont tout à fait reliées à la température de l'eau. En conditions hivernales, comme en ce moment, au début de l'hiver, là, on n'est pas dans une condition où on risque d'avoir d'enjeux sérieux au niveau des odeurs. Les concentrations d'H2S, les émanations, c'est quelque chose qui est vraiment lié à la température et vous ne serez pas surpris de comprendre que c'est davantage une problématique estivale qu'une problématique qu'on a durant l'hiver. Finalement, une fois qu'on aura mis en place ces équipements-là, qu'on aura procédé aux premiers essais, bien, c'est sûr qu'il va y avoir une période d'optimisation du dosage. Et au terme de l'été, ce que la Ville veut faire, c'est une étude de dispersion pour voir où on en est par rapport à la question des H2S en comparaison avec les études précédentes qui ont caractérisé la situation. On va parler maintenant du plan d'action à moyen terme. Le plan d'action moyen terme, là, il n'est pas contradictoire par rapport au plan court terme, c'est juste qu'il va se déployer au fur et à mesure de l'avancement du projet de mise à niveau de la station d'épuration, qui est un projet colossal, qui va demander des investissements de plus de 100 millions de dollars et qui va se déployer au cours des prochaines années jusqu'en 2027. Première des choses, c'est que nous, FNX Innov, on va devoir terminer les plans et devis des travaux. Un travail qu'on prévoit compléter d'ici la fin janvier, début février 2025, de sorte que par la suite, la Ville puisse procéder au lancement de l'appel d'offres pour obtenir des propositions d'entrepreneurs pour la réalisation des travaux. On va aussi profiter de la période des soumissions, donc la période d'appel d'offres, pour caractériser les sources d'odeurs extérieures. Je vous ai mentionné tantôt qu'en cours de route, notre mandat a été bonifié par l'ajout de sources d'odeurs qui ont été identifiées et qui débordent l'intérieur du bâtiment de la station. Donc, ce sont des sources d'odeurs spécifiques qui ne sont pas nécessairement majeures, mais qui viennent exacerber la question du H2S puis des émanations d'odeur de la station. Donc, la Ville n'a pas voulu prendre de chance, puis elle a dit, regarde, on va régler la problématique et on va couvrir toutes les principales sources d'odeur. Donc, ça a été ajouté à notre mandat. Ça implique des caractérisations. Pourquoi? Parce que les technologies de traitement d'odeur, ben, elles dépendent du contaminant que tu veux enlever. Tu veux réduire le H2S, tu vas, comme je l'ai dit tantôt, probablement commencer par un dosage de sulfate ferrique qui va abattre les sulfures, donc par un procédé de précipitation chimique, du coup, réduire les émanations d'H2S. Mais on sait très bien que les odeurs qui émanent de la station d'épuration, ce ne sont pas juste des odeurs d'H2S. Il y a des mercaptants, il y a d'autres contaminants qui exigent des technologies qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on prend lorsqu'on veut abattre le H2S. Dans ce contexte-là, pour identifier les bonnes technologies, il faut caractériser l'air pour déterminer non seulement la nature des contaminants, mais leur concentration pour s'assurer qu'on sélectionne les bonnes technologies.
Une fois qu'on va avoir obtenu ces informations-là, on va être en mesure de compléter notre étude pour ces sources d'odeurs extérieures, ce qu'on prévoit faire d'ici le mois d'août 2025. Toujours dans le plan d'action moyen terme, cette étude-là étant complétée, on va préparer les plans et devis des installations, des technologies qui vont avoir été identifiées pour traiter ces sources d'odeurs-là, de sorte qu'on puisse, par la suite, aller voir le ministère de l'Environnement et faire la demande d'autorisation pour permettre l'ajout de ces travaux additionnels-là à l'intérieur du projet de mise aux normes de la station d'épuration que j'évoquais tantôt, ce qu'on prévoit faire donc au cours de l'automne 2025. Le contrat des travaux comme tel, la Ville prévoit l'accorder à l'automne 2025. Et finalement, les travaux, c'est quand même des travaux majeurs. On croit que tous ces travaux-là devraient être complétés d'ici 2027. Et par la suite, à chaque été, incluant déjà l'été 2025 dans le cadre du plan d'action court terme, des études de dispersion vont être réalisées systématiquement à chaque été pour voir où on en est dans notre avancement pour la réduction de la dispersion des odeurs autour de la station d'épuration. En somme, j'ai envie de dire que la collaboration de la Ville de Saint-Hyacinthe, de Phoenix Innov, date pas d'hier. Notre premier mandat, je l'ai dit tantôt, a débuté en 2018 et dès 2018, l'enjeu des odeurs a été mis au premier plan. Maintenant, s'il y avait une solution facile à la question des odeurs, là, je vous dirais que dans toutes les villes, elle serait déjà appliquée. Mais ce n'est pas le cas. Dans une station d'épuration, les sources d'odeurs sont multiples. Les contaminants qui créent les odeurs sont de toute nature et il n'y a pas une recette qui est universelle. Chaque situation est particulière et il faut prendre le temps de caractériser les odeurs et de déterminer, en somme, quelles sont les technologies les plus appropriées. Votre projet de mise à niveau de l'usine d'épuration va être un projet majeur, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour la génération qui est en avant de nous. Parce qu'on parle d'améliorer, de donner une nouvelle vie à cette station d'épuration-là, qui a besoin d'amour, on va se le dire. Là. Cette station-là est en fonction depuis un bon moment déjà. On l'a dit, les débits, les charges ont augmenté. Mais aussi, le ministère de l'Environnement a imposé de nouvelles normes. Tantôt, j'évoquais la désinfection des eaux usées. Ça, c'est une norme que vous n'aviez pas. Une norme là, de colis fécaux à l'effluent. On va ajouter des équipements. En fait, ça va être une désinfection par rayonnement UV qui va venir abattre les colis fécaux dans l'effluent, qui va faire en sorte qu'au final, l'effluent qui va être rejeté dans la rivière Yamaska va être de meilleure qualité. Mais bon, j'apprendrai rien à personne, là. Sur la rue Giroir, là, ça va toujours rester une station d'épuration. Puis même si on met en place les meilleures technologies du monde, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura jamais d'odeur. On peut, par contre, faire en sorte de minimiser les risques. C'est ça à quoi on va s'employer. Mais comme il n'y a pas de système parfait, comme on n'est pas capable de garantir qu'il n'y ait jamais d'odeur, même en plein été, à tout moment, c'est pour ça qu'on pense que la mise en place d'une zone tampon à proximité de la station d'épuration est un élément qui serait fortement recommandable
dans le contexte ici de la station d'épuration à Saint-Hyacinthe. D'autant plus que ça s'inscrit dans les recommandations qui ont été récemment publiées par le ministère de l'Environnement dans son nouveau guide technique sur le traitement des eaux usées municipales. La mise en place d'une zone tampon, c'est pas quelque chose qui est réglementaire. C'est une recommandation. Les villes doivent juger de leur situation, doivent évaluer les enjeux de voisinage pour voir si cette recommandation-là est souhaitable. Mais je pense qu'on va reconnaître que dans le cas de la ville ici, compte tenu de sa proximité avec les développements qui sont envisagés, une zone tampon serait quelque chose qui serait fortement souhaitable. En somme, si on veut résumer les échéanciers, j'en ai parlé tantôt, plan d'action à court terme qui va se déployer jusqu'à l'été 2025, plan d'action à moyen terme qui s'articule autour du projet de mise à niveau de la station. J'ai mentionné que les travaux devraient être complétés d'ici 2027. Des études de dispersion d'odeurs qui vont permettre à chaque année pour la ville de faire le bilan relativement au panache d'émissions des odeurs, donc à partir de 2025. Et finalement, bien sûr, un suivi, une rétroaction, une optimisation des mesures. On n'est pas dans une science exacte. On travaille avec de la biologie, on travaille avec des bactéries. Les phénomènes de création d'odeurs, de contaminants, ce sont des phénomènes complexes. Néanmoins, on a les équipes, on a les équipements de mesure, on a les moyens nécessaires pour atténuer ces impacts-là. Et c'est ce qu'on entend faire avec la collaboration de la Ville. Du côté de la Ville, on voulait ajouter un point concernant la fameuse zone tampon dont M. Desjardins vient de parler. Donc, avec toutes les mesures qui ont été présentées par la firme FNX Innov là, pour mitiguer le H2S, on est très confiant d'abaisser le taux de H2S sous la norme du ministère de l'Environnement pour tous les secteurs au pourtour de l'usine. Par contre, même si les concentrations de H2S vont être réduites sous la norme, on ne pourra pas annuler complètement les odeurs. Et puis, c'est pour cette raison-là que l'administration municipale travaille présentement à un projet d'implantation d'une zone tampon municipale au pourtour de l'usine. Donc, pour nous guider, comme le disait M. Desjardins, on va se fier sur le guide des technologies conventionnelles en eau usée mis à jour en 2023 par le ministère de l'Environnement. On voit donc au tableau les recommandations du guide. Dans ce guide-là, pour une usine dont le traitement est supérieur à 25 000 m3 jour, ce qui est notre cas, nous, on a, comme le disait M. Desjardins, 45 000 m3 jour de débit moyen à l'usine. On nous recommande une zone tampon minimale de 150 mètres autour des équipements de l'usine. Donc, cette zone tampon-là va pouvoir être aménagée en un boisé urbain, ce qui aiderait à la mitigation des odeurs, puis créerait un milieu de vie intéressant pour les riverains de l'usine. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que les recommandations du ministère de l'Environnement pour les zones tampons ont deux objectifs. Premier objectif, c'est de protéger les citoyens contre les nuisances. Et le deuxième objectif, c'est d'éviter que les villes reçoivent des plaintes récurrentes concernant les odeurs. Je vais passer la parole à mon collègue Stéphane Labrie. Oui, bonjour. Stéphane Labrie, directeur du service des finances à la Ville. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Surtaxe pour les terrains vacants desservis, c'est quoi? C'est une disposition là, dans la loi sur la fiscalité municipale qui permet aux municipalités d'imposer une surtaxe sur le taux de base
afin d'inciter là, les propriétaires de terrains vacants desservis à développer leur terrain. Desservis, c'est le mot-clé, car ça vise uniquement là, les terrains qui sont desservis par des infrastructures publiques là, comme l'eau et l'égout. Dans le cas ici présent, dans la zone visée, on a un chiffre de 21,52% de terrains vagues desservis. Donc, il est certain là, que durant la période où le règlement s'applique, la surtaxe ne s'appliquera pas. Elle sera remise en place lorsque le règlement sera retiré, mais jusqu'à nouvel ordre, la surtaxe sera éliminée pour ces terrains. Merci. Maintenant, vous reparlez du règlement de superposition, pour finir avec ça. Donc, au début du mois de septembre passé, la Ville a adopté un règlement de superposition qui interdit temporairement l'ajout de logements, de commerces et d'institutions dans la zone montrée en rose sur la carte ici. Donc, comme le disait Phoenix dans leur présentation, on va faire des études pour mesurer la dispersion des odeurs à chaque été, jusqu'à la fin du projet de mise aux normes, donc à l'été 2025, 2026 et à la fin du projet en 2027. Donc, dès l'été 2025, on pense que les travaux de mitigation des odeurs qui vont avoir été réalisés permettront de réduire la zone de H2S non conforme au règlement. Certainement de la réduire. Donc, si tout ça s'avère vrai, bien, on va pouvoir modifier le règlement de superposition pour réduire la zone rose. Et puis, on va continuer comme ça. Si on n'a pas réussi à la réduire au complet en 2025, on va continuer à chaque année à mesurer et à réduire la zone là, jusqu'à ce qu'on l'élimine au complet à la fin de la mise aux normes. Donc, c'est ce qui mettait fin à notre présentation d'aujourd'hui. Tous pour vos présentations. J'inviterai d'abord les médias qui le désirent à poser leurs questions. Est-ce que vous en aviez, Sarah-Ève? Ou... Oui? Parfait. Vous pouvez y aller. Par la suite, ça va être le tour là, des citoyens. Peut-être juste... pour commencer, peut-être juste des éléments un peu plus techniques pour me retrouver. Donc, on parle de finir les plans et devis d'ici février 2025, mais on parlait de technologies supplémentaires là, pour les sources d'odeurs extérieures. Puis on parlait d'un contrat automne 2025. Donc, est-ce que dans le fond, on va attendre d'avoir tout ça pour aller en appel d'offres ou ça va être en 2 phases? Donc, les plans et devis là, pour les odeurs, ça va peut-être pour déposer au ministère de l'Environnement. Il faut aller chercher un nouveau certificat d'autorisation pour les sources extérieures. Donc ça, il faut pouvoir envoyer ça au ministère de l'Environnement, mais ça va être parallèle au gros projet de mise aux normes. Donc, on va pouvoir mener ces projets-là au niveau des odeurs parallèlement. Ça ne retardera pas nécessairement le lancement du gros projet, là. Donc, on pense qu'en février, le grand appel d'offres va sortir, puis après ça, va suivre là, les étapes là, qui peuvent se faire concurremment avec probablement mais peut-être d'autres entrepreneurs que l'entrepreneur général là, qui va avoir été... Est-ce que cette nouvelle phase-là a été calculée dans le 110 millions? Oui? OK. Juste pour être bien certain, là, il y a cette phase-là qui va se terminer avec plein de devis de février où on va aller chercher nos autorisations, mais il y a aussi actuellement des choses qui sont en train de se faire. On n'a pas besoin d'aller chercher un nouveau CA pour le sulfate ferrique. Donc, c'est ce que nos experts vous expliquaient tantôt, c'est qu'on est déjà en train de poser des gestes clairement parce que nous avons et les autorisations et le financement pour le faire. Donc, c'est ce qui se fait actuellement, ce qui va se prolonger cet hiver en période de printemps et qui nous apparaissent comme étant une valeur sûre d'un impact sur notre zone là, qui est actuellement impactée. Ce qui nous amène à croire très sérieusement que le règlement de superposition
va devoir être ajusté probablement à l'automne 2025 avec les résultats positifs là, qu'on souhaite obtenir. Donc, on va avoir comme 3 actions en chantier en même temps. Court terme, moyen terme pour déposer au ministère notre plan de devis, aller chercher les autorisations et le financement qui est en parallèle pour le reste du projet. Parfait. On parlait aussi d'une zone tampon. Sous quelle forme ça prendrait? Ce serait-tu un règlement? Est-ce que c'est des terrains qui appartiennent déjà à la ville qui seraient touchés? Ben, bref, la zone tampon, présentement, là, on s'appuie sur la norme. C'est 150 mètres qu'on nous recommande autour des équipements de l'usine. Là, présentement, on est en train de l'analyser, les services municipaux, là, les différents services municipaux. Donc, c'est un peu tôt pour vous donner une forme ou plus de détails sur la zone tampon. Ce qu'on sait, c'est que ça devrait être une zone tampon boisée. Et nécessairement, là, probablement que ça pourrait être détenu par la ville, cette parcelle de terrain-là, parce que ça va être pas utilisable en tant que tel pour le développement. Donc, en ce moment, on ne sait pas, on n'est pas capable d'évaluer qu'est-ce qui appartient à la ville, qu'est-ce qui appartient à des particuliers. On peut vous confirmer que la ville n'a pas de terrain là, dans cet environnement-là. On travaille sur l'établissement d'une zone tampon. Il y a un souhait politique et administrative de venir créer cette forêt urbaine, non seulement pour le problème actuel, mais pour les générations futures. Donc, dès que nous, on va avoir terminé le scénario, parce qu'on est accompagné avec des professionnels par rapport à l'établissement de cette zone-là, évidemment, édicté par le guide, mais aussi avec une volonté que ça fasse du sens par rapport aux défis qu'on a. Puis après, on va prendre des mesures pour passer à l'action, pour réaliser cette zone tampon-là. Je pense que ça va passer par un règlement, dans le fond. Ça va très certainement passer par des acquisitions. OK. Forcément. Parfait. Donc là, on comprend qu'il y a eu comme un mea culpa sur, Phoenix qui a eu un contrat avec le groupe Robin, mais également service professionnel à la ville. Comment on a accueilli ça, là, de savoir qu'on s'était placé en conflit d'intérêts? Je pense que l'exposé de Phoenix Innov est quand même assez éloquent, cet effet-là. C'est-à-dire que Phoenix Innov, c'est une firme de génie conseil qui est du plus grand des sérieux, là. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est fortuit. Hein? On comprend bien qu'ils ont des mécanismes à l'interne qui, normalement, devraient prévenir ce genre de situation-là, puis que les mécanismes, malheureusement, là, ils n'ont pas fonctionné là, pour le cas qui nous occupe. Donc, on comprend là, à ce niveau-là qu'il n'y avait pas de mauvaise volonté dans tout ça, ou c'était vraiment une méconnaissance de la situation. On a quand même été déçus. On l'a partagé à la firme. On a reçu, le conseil, l'administration a reçu une lettre pour expliquer la situation, pour s'excuser, parce que ça n'aurait jamais dû se produire. Mais on les remercie énormément parce que ils ont avoué que la deuxième étude qui avait été faite n'avait pas été faite avec toutes les informations qu'elle aurait dû avoir au départ. Et finalement, là, ils ont mis un terme à ce contrat-là avec l'entrepreneur en question. Mais on a eu une certaine déception, mais ils ont quand même très bien répondu, puis ils ont fait un suivi avec la ville et on les remercie énormément. Donc, la confiance n'est pas brisée, c'est ce que je comprends. La confiance n'est pas brisée. Puis au-delà disons, de ce faux pas-là, ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est inquiétant davantage pour la municipalité, c'est qu'il y avait des recommandations, des suggestions à faire, puis on voulait s'assurer qu'on ne passait pas à côté d'options possibles. Nous ne sommes pas des experts en la matière, on s'entoure des meilleurs. Puis, ce rapport-là a été produit publiquement. Vous-même, les médias, vous l'avez relaté, puis c'est tout à fait correct. Mais comme il y avait des suggestions d'action, on se disait, est-ce que ça s'applique chez nous? Et c'est oui. Donc, ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est que nos experts expliquent bien que c'est complexe, puis ces suggestions-là étaient faites de façon générale, mais ne s'appliquent pas aux problématiques de l'usine de Saint-Hyacinthe. Donc, s'il y avait quelque chose à retenir aujourd'hui de ça, c'est non pas conflit d'intérêts, mais davantage que
les solutions qui ont pu être envisagées ou publiées ou évoquées au cours des dernières semaines, des derniers mois, ce n'est pas celle que les experts préconisent dans notre dossier. Parfait. Merci beaucoup. Kimberly, est-ce que vous aviez des questions? Après, parfait. Donc, maintenant, ça va être au tour des citoyens. Je vous invite à vous nommer et idéalement poser une ou deux questions à la fois là, pour être sûr que tout le monde ait le temps d'aller poser leurs questions. Donc, vous pouvez vous présenter au micro et vous nommer. Alors, bonjour. Bonjour, Nelly Robin du groupe Robin. Tout d'abord, j'aimerais juste préciser pour l'étude que Phoenix a fait. Nous aussi, depuis une quinzaine d'années, on est client chez Phoenix pour toutes sortes de dossiers d'avancement de projets de développement. L'objectif de cette étude-là, en fait, c'est suivant là, le message de M. le maire, qui ça fait plusieurs années que vous tentez de trouver des pistes de solutions. Alors, j'ai juste voulu aider ma ville, vraiment avec des bonnes intentions, une bonne volonté de pouvoir aider à voir quel type de piste de solution qui ne pouvait pas avoir lieu ici à Saint-Hyacinthe, puisqu'on me disait que ça faisait 1 an qu'on travaillait là-dessus. Donc, ça a quand même effectivement pris moins d'1 mois pour avoir un rapport. L'objectif, c'était pas sur les pistes de solutions directes avec les informations précises de ce qui était relaté chez vous, mais plutôt justement de faire réfléchir à quoi qu'on n'a pas pensé. Effectivement, vous l'avez dit, Mme Frigon, il y a-t-il des choses à quoi qui n'ont pas été évaluées? C'est une vigie sur ce qui s'est fait au Québec dans des types de situations qui sont très similaires. Donc, l'étude a été mise dans le but de faire réfléchir puis de voir y a-t-il d'autres pistes de solutions envisageables pour notre dossier, parce qu'on sait que depuis 2017, on émane du H2S et on est hors norme. Et l'objectif, c'est définitivement enrayer la situation avec des travaux majeurs pour l'usine, mais comment qu'on peut contrôler à court terme l'émission de H2S, parce qu'il y a des citoyens qui habitent le quartier. On veut s'assurer de la santé de tous et chacun. Je suis contente d'avoir aujourd'hui que les mesures de H2S vont être prises au fil des prochaines années pour voir est-ce que les mesures de mitigation que vous parlez puissent au moins contrôler la situation. J'aurais une question par rapport à la on sait que la réintroduction du système de dosage de sulfate ferrique a déjà été, je vous dirais, a déjà échoué par le passé. Ça avait engendré des complications. Vous nous avez mentionné que le dosage n'était pas parfait. Pourquoi l'avoir tout simplement arrêté puis recommencer à nouveau? Pourquoi que cet arrimage de dosage-là n'a pas été fait au fur et à mesure qu'on voyait que c'était pas positif comme piste de solution? Pourquoi qu'aujourd'hui, en refaisant cette piste de solution-là, elle serait bonne? Si, je peux peut-être commencer, puis la Ville pourra compléter. D'abord, merci pour votre question. Puis, je tiens à réitérer à quel point on est désolé de la situation du conflit d'intérêts. En ce qui a trait au dosage de sulfate ferrique, premièrement, il faut comprendre qu'on travaille avec des eaux usées dont les concentrations varient constamment. Hein? Ce qui arrive à l'usine d'épuration, les charges, les débits, ça varie tout le temps. Et doser le sulfate ferrique, tu peux, comme des fois, pas en mettre assez, ou des fois, tu peux en mettre trop. Et c'est pas évident, lorsqu'on le fait pour une première fois, de trouver la bonne recette, surtout lorsqu'on n'a pas mis en place ou on n'a pas tous les équipements de mesure qui vont permettre de bien, j'allais dire, monitorer l'effet du dosage. L'autre élément qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on travaille avec un système biologique, la réponse du système est pas comme toujours immédiate. Le système biologique, il reçoit une situation, en l'occurrence, on commence à doser du sulfate ferrique. Je l'ai dit tantôt, le sulfate ferrique, chimiquement, là, ça réduit les sulfures. C'est chimique. Donc, ça fonctionne.
ça va réduire les sulfures. Donc, forcément, ça va réduire les H2S qui sont produits à partir des sulfures dans l'eau. Mais ça va aller chercher le phosphore. Puis on parlait tantôt que nos petites bactéries, bien, ils ont besoin de phosphore. Sauf que quand la situation de carence survient, c'est pas du jour au lendemain qu'on voit l'apparition de la perturbation de notre système biologique. Et ça peut prendre des semaines, parfois un mois, avant de réaliser que la qualité de l'effluent se dégrade et que c'est ça la cause. Donc, on parle ici de phénomènes qui sont difficiles à maîtriser. Et là, ce qu'on veut faire maintenant, c'est d'ajouter des équipements de mesurage et éventuellement même de prévoir un système de dosage d'acide phosphorique à l'entrée du bioréacteur pour que si jamais on est à nouveau dans une situation de carence en phosphore, bien qu'on puisse ajouter le petit complément là, de vitamines. Là. Ici, la vitamine, c'est le phosphore, pour faire en sorte que nos bactéries vont toutes avoir ce qu'il faut pour faire leur travail. Donc, en somme, c'est pas de la science exacte, c'est pas facile d'avoir les réponses et on travaille en plus avec un effluent dont les caractéristiques varient constamment. Puis pourquoi en 2020, Consumage, là, qui était l'étude de Atmo, avait conclu que le procédé, ça ne résoudrait pas le problème, ça s'était avéré vrai parce que ça ne l'a pas résolu? Qu'est-ce qui nous garantit que cette fois-ci, ça devrait être la bonne? Bien, on maîtrise, on a plus d'informations qu'on en avait à ce moment-là. Je dirais aussi que on a appris de l'effet de cette première tentative-là, parce que, oui, il y a un effet au niveau du sulfure, mais je le disais, ça crée des impacts sur d'autres paramètres. Ça augmente la production de boue aussi, potentiellement. Donc, ça aussi, c'est un impact à gérer, parce que si tu augmentes la production de boue, encore faut-il que tes équipements de traitement de boue soient en mesure de recevoir ces quantités-là. Donc, moi, je pense qu'avec les informations additionnelles qu'on a maintenant, avec les caractérisations qu'on a entrepris de réaliser, on va être mieux outillé maintenant pour refaire ce dosage-là de sulfate ferrique. Puis il y avait d'autres recommandations qui avaient été formulées en 2023 par Atmo DC, puis qui n'ont pas été mises en œuvre encore. On parle de l'ajout du système de polissage au charbon pour les sources identifiées, pour le regroupement et la transformation à la sortie latérale du bâtiment en cheminée, puis l'installation d'une couverture flottante de type agritop ou l'équivalent en bassin de tampon. Pourquoi que ces mesures-là n'ont-elles juste pas tout simplement été retenues, alors qu'elles étaient dans l'étude de 2023? Bien, je peux peut-être compléter ces travaux-là, exactement ceux-là où ce qui va donner le même effet sont prévus et, dans certains cas, sont en cours. Okay. C'est des travaux qui sont en cours. Comme un système au charbon, il est en voie d'installation pour le système de digestat, j'en parlais tantôt. En janvier 2025, ça va être en opération. Donc, ces interventions-là sont en exécution maintenant. OK. Si le problème d'eau d'ample, le problème d'émanation de H2S qui sont émis depuis 2017 comme contaminants, la Ville considère-t-elle la résolution des problèmes d'odeur et d'émanation de H2S comme urgente et prioritaire? Alors, pourquoi elle n'a juste tout simplement pas fait partie du mandat initial de FNX? Pourquoi cette situation-là n'a pas fait partie du mandat initial de 2018? Mais je ne sais pas. Encore là, je vais me permettre de répondre parce que ça faisait partie de notre mandat initial. En 2018, un des premiers éléments qu'on nous demandait de gérer, c'était les odeurs générées par la station d'épuration, d'accroître la capacité de l'ouvrage et de faire en sorte d'ajouter les équipements pour répondre aux nouvelles normes. Donc, je ne suis pas certain de comprendre quand vous dites que ce n'était pas dans le mandat, parce que c'était dans le mandat. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en 2020, à l'issue de notre étude, on a recommandé le dosage de sulfate ferrique et que les processus d'obtention d'autorisation ministérielle ont été amorcés à ce moment-là. OK. En fait, je vais juste clarifier mon point, en fait.
Il y a trois éléments relatifs à cette situation-là. Il y a l'enjeu des odeurs, l'enjeu de la capacité d'usine, puis l'émission du contaminant H2S, qui est actuellement hors norme au niveau du ministère de la Santé. On sait que, puis il y avait une résolution qui avait été adoptée en 2017, auquel le H2S, on était déjà hors norme. Vous avez été mandaté en 2018, sachant que la ville était déjà hors norme. Mais on est en 2024, puis encore aujourd'hui, entre la dernière année, ça a été 10 fois exponentiel, c'est des contaminants. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que la ville n'avait pas priorisé, dès le départ, l'émission de contaminants pour la population? Autre que les odeurs, on sait que ça sent, ça on sait. En tout cas, si vous permettez, spécifiquement au niveau du H2S, cet enjeu-là faisait partie de notre étude de 2018 à 2020. On a examiné les avenues, les solutions qui étaient disponibles. On a fait une revue par rapport à d'autres ouvrages d'épuration connaissant des conditions similaires. Et l'injection de sulfate ferrique a été identifiée comme la mesure la plus susceptible de réduire les sulfures, donc de faire en sorte d'éliminer les conditions qui favorisent les émanations d'H2S. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors qu'on a recommandé cette solution-là, il fallait préparer des plans et devis et surtout, il fallait soumettre une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement. Et sauf erreur, je pense que ça a pris au-delà d'1 an, voire près d'1 an et demi, avant d'avoir l'autorisation du ministère pour procéder à l'installation des équipements. Donc, il y a des délais, malheureusement, là, administratifs qui font en sorte que, à partir du moment où la solution est identifiée, la Ville ne peut pas nécessairement l'implanter immédiatement. Puis j'ai envie de dire que malheureusement, ça va être encore le cas. Là, on va compléter d'ici l'été 2025 notre étude pour les sources d'odeur extérieures que j'ai évoquées, en plus des sources d'odeur à l'intérieur. Mais encore là, on va être assujetti au délai de notre appareil gouvernemental. C'est que là, on va soumettre une demande d'autorisation pour rajouter ces équipements-là au projet de mise à niveau. Puis on espère que ça va aller vite au niveau du ministère de l'Environnement pour qu'on puisse rapidement faire cet ajout-là au projet qui va être soumissionné par les entreprises qui vont s'intéresser au projet. Ouais, des fois, il y a des voies de passage plus rapides quand ça touche la santé publique. Mais alors, j'ai une autre question. Est-ce que ça concerne l'impact là, sur la santé des citoyens? Est-ce que la Ville dispose d'une étude au sujet de l'impact que ça peut avoir, le H2S, sur la santé des citoyens? Puis si oui, est-ce que ça peut être rendu public pour rassurer les citoyens? En fait, j'ai eu beaucoup de commentaires dans mes résidents, à savoir, tu sais, si tu dangereux, si tu pas dangereux, tout ça. Fait que y a-tu finalement une étude qui a été faite sur... Bon, en fait, Mme Robin, vous étiez présente à la dernière rencontre citoyenne qu'on a tenue en septembre. Étaient présents ce même soir-là nos 2 spécialistes de la santé publique. Et il n'y a pas d'étude qui a été commandée par la Ville sur l'impact. C'est des discussions que nous avons eues avec nos homologues de la santé publique. C'est des recommandations. L'information vous a été transmise ce soir-là. Je ne peux que répéter ce qui a été dit parce que je ne suis pas médecin puis nous n'avons pas d'expertise en la matière. C'est que le H2S, à forte concentration, peut causer des désagréments sur la santé psychologique, mais qui peut même se transférer sur des maux physiques. Donc, il n'y a pas d'études. C'est sur ces recommandations-là et ces discussions-là que la Ville de Saint-Hyacinthe, le conseil municipal, a jugé bon d'agir. Et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas en main la situation et le contrôle sur le H2S, a choisi de ne pas poursuivre le développement dans ce quartier-là. Maintenant, on vous le répète, on est les plus tristes dans cette situation-là parce que notre travail, c'est de faire en sorte de faire du développement résidentiel partout sur le territoire.
c'est d'augmenter notre richesse foncière, c'est d'offrir du logement en pleine crise du logement québécois. Donc, dès que ça va être possible de le faire, le Conseil ça nous assure de sa volonté de vouloir lever en tout ou en partie le règlement de superposition. Et c'est ce qu'on va faire. Le développement, c'est une chose, bien entendu. Je suis dans l'immobilier, donc j'ai bien hâte de pouvoir développer, mais j'ai aussi des résidents qui habitent le secteur puis qui me posent des questions. Puis effectivement, j'étais là à la rencontre, mais j'ai pas plus d'informations à transmettre. Je me posais la question s'il n'y avait pas eu, suite à justement la rencontre... non, il n'y a pas plus d'informations que celle qui a été transmise par les experts ce soir-là. Et on comprend l'urgence d'agir, non seulement l'urgence, mais l'importance d'agir. C'est pour ça que déjà, il y a des choses qui sont en train de se réaliser et d'autres qui vont s'ajouter à partir du début d'année de manière à combattre cet élément-là qui est le H2S. Il n'y a eu aucune recommandation qui nous a été faite pour aller dans le sens de faire une étude. Là. Parce que le pourcentage de la population qui peut être touchée, selon mon souvenir, c'était un très, très faible pourcentage de gens qui pourraient être touchés par le H2S. Mais même si puis en même temps, on a quand même un certain nombre de normes qui sont respectées. Nous-mêmes, nous avons des employés. On a des collègues, nous, qui travaillent à l'usine d'épuration tous les jours. On veut s'assurer que ces gens-là aussi sont dans un environnement sécuritaire. On peut vous dire que oui, ils sont dans un environnement sécuritaire. La norme qui est dépassée est sur la longueur de l'exposition. Là, Charles pourrait mieux vous expliquer ça que moi. Mais en matière de SST, on rencontre les normes et pour le reste, on prend toutes les mesures qui sont à notre disposition. Le Conseil a même consenti à ce qu'on puisse investir maintenant. On a la chance d'avoir du financement disponible pour prendre des mesures actuelles. C'est ce qu'on fait depuis quelques mois. Vous avez raison, vos employés, c'est important, mais ils travaillent aussi, j'imagine, avec des masques. Mais les citoyens pour tout, tu sais, monsieur le maire... Non, nos employés travaillent pas avec des masques. Je pensais qu'ils étaient obligés de travailler avec des masques pour... Pas du tout, pas du tout. Mais monsieur le maire, vous avez quand même des citoyens du secteur ici qui, tu sais, c'est peut-être une infime partie de la population, mais si la ville contamine au point où c'est nocif pour la santé, je pense que c'est important de mettre en place des actions, des mesures rapides. Puis c'est un peu pour ça la question. On sait que depuis 2017, qu'on contamine. Puis, tu sais, même en 2018, initialement, on dirait que ça avait comme pas été pris en priorité en urgence. Mais, je vais arrêter juste ça pour là. compléter, parce que Mme Frigo, on voit la porte là, pour la norme. Là, juste rappeler à tout le monde, là, il y a 2 normes au ministère de l'Environnement. Il y a la norme sur une année, puis ça, la Ville, elle respecte la norme sur une année, puis il y a la norme 4 minutes. Puis la norme 4 minutes, elle est assimilée plus à la nuisance qu'à la santé physique. Fait que c'est pour ça qu'à quelque part, oui, c'est important qu'on se mette aux normes, mais en tant que tel, c'est pas quelque chose qui est menaçant là, à court terme là, pour notre population. Si on réussit, avec les mesures de mitigation, on va réussir à s'abaisser sous la norme, puis tout va redevenir dans l'ordre des choses. Mais présentement, c'est pas une situation qui met en danger notre population. Là. Puis si ça l'était, là, la Ville, on faudrait évacuer. Il faudrait... Tu sais, c'est pas ça, là. On n'est pas là. Le ministère, ils sont au courant, le ministère de l'Environnement, qu'on dépasse la norme. Ils n'ont pas dit sortez tout le monde de là, puis on n'est pas là. C'est une norme de nuisance. C'est un seuil qui est mis là pour faire en sorte que ça soit agréable pour les gens de vivre autour de l'usine, simplement, que ça soit vivable. J'ajouterais en ça, je trouve malheureux qu'on répète, ça fait plusieurs fois que je vous entends parler là-dessus, donc vous nous permettez là, de remettre peut-être les pendules à l'heure, de dire qu'il ne s'est rien fait depuis 2017. C'est de prétendre que l'administration municipale précédente, puis que le maire précédent et son administration n'ont rien fait. Et on peut vous assurer que nos collègues... Charles et moi sommes à la direction générale depuis 2 ans, là, ce sera 2 ans, et M. le maire est en 3e année de mandat. L'équipe Corbeil et M. Bilodeau, qui a été notre directeur général pendant plusieurs années, ont tout fait
selon les règles. Et c'est faux de prétendre qu'il ne s'est rien fait. D'ailleurs, FNX est là pour témoigner de ça aujourd'hui. Il y a un mandat qui a été donné en 2018. Après les résultats de 2017, il y a des étapes à franchir. On n'est pas en train de construire un centre communautaire, là. C'est gigantesque, le défi qu'il y a à relever. Et il y a des études, il y a des partenaires. On a les meilleurs spécialistes en la matière au Québec et probablement en Amérique du Nord. Donc, de répéter inlassablement que c'est rien fait, je trouve que c'est d'envoyer un faux message à notre population. Vos élus et les administrations précédentes ont pris ça très au sérieux et ceux qui sont là actuellement aussi. J'ai pas dit que c'était rien fait. Je dis juste que ça fait depuis 2017, on est en 2024, puis il n'y a toujours pas de contrôle de la situation, mais je suis contente d'entendre les membres de FNX avec des pistes de solutions qui vont faire en sorte qu'on va être rassurés. Puis sachez que ça a quand même amené un moratoire. Oui. Oui. Donc, tu sais, si on aurait si cette situation-là aurait été une priorité, est-ce qu'on en serait rendu là aujourd'hui? Je me pose la question. Mais ça a été une priorité. Il n'y a personne qui a dormi au gaz. On dirait que c'est ça que vous voulez nous faire dire. Vous voulez prétendre, mais il n'y a personne qui a dormi au gaz là-dedans. Vous avez 100 ça a été une résidents priorité. Oui. Ça a déjà été adressé dès le départ. Monsieur Desjardins de FNC Innovation a mentionné que ça a pris 18 mois pratiquement à avoir les autorisations. Ça a été mis en place. Il y a eu plein de choses. Il y a toujours eu des choses qui ont été faites tout au long de ces années-là. Ça n'a jamais été pris à la légère. Il y a toujours l'administration, le conseil municipal de l'époque, le conseil municipal actuel a toujours pris ça vraiment de façon sérieuse. Et on fait des choses, on va en faire encore. Puis on va déjà améliorer la situation, je crois, d'ici l'été prochain. On espère réduire la zone, le fameux nuage rose, là, on espère le réduire pour qu'il y ait moins d'impact pour certaines personnes. Mais ça a toujours été pris de façon très sérieuse. Il faut arrêter d'alerter les gens, de dire que c'est très, très dangereux. En ce moment, là, il y a de la H2S, il n'y en a pas. C'est une courte période durant l'été qu'il peut y avoir des H2S, mais 90 de l'année, il n'y en a pas en ce moment. Mais on est conscient qu'il y en a, c'est pour ça qu'on fait de quoi. Mais la majorité du temps dans l'année, il n'y en a pas de problématique au niveau de la santé, au niveau des odeurs, il y en a beaucoup moins. Mais on a travaillé et on travaille encore et on va poursuivre le travail parce qu'il faut le régler. Le but, c'est de le régler parce qu'on ne fait pas ça de gaieté de cœur, d'arrêter le développement dans une zone. On en veut du développement, on a besoin de logements et ça amène des taxes à la ville. Et dans le fond, en arrêtant le développement, on se prive nous autres mêmes de revenus. On n'est pas fous comme administration puis comme élus. Là, on en veut du développement dans notre ville, on en a besoin. Il faut peut-être minimiser un peu ce qu'on dit puis faire peur aux gens pour rien. OK. Québec et Ottawa n'ont pas confirmé leur contribution aux 110 millions de dollars prévus pour la réfection de l'usine. Si ces fonds ne sont pas obtenus à très court terme, comment que ça va affecter l'échéancier des travaux, le moratoire qui est en cours? Mais on n'a pas de confirmation encore qu'ils vont participer, mais on a une réunion qui s'en vient probablement la semaine prochaine avec notre députée, Mme Chantal Soucy, pour l'informer davantage du dossier parce qu'elle l'est déjà, mais on veut lui donner les derniers développements et on va essayer d'aller chercher plus d'argent. On travaille sur un montage financier pour comment on va réussir à réaliser ce projet-là parce qu'il faut qu'on le réalise. Et on peut vous confirmer qu'on a cheminé à grands pas là, depuis la dernière fois qu'on a discuté ensemble de ça. Il y a un montage financier qui a été présenté au conseil municipal en assemblée plénière. On sait exactement comment on va s'assurer de répartir cette facture-là. Ce qui nous guide, c'est l'équité. S'assurer que le partage de cette facture-là va être équitable entre les ICI, les institutions, les commerces, les industries, nos citoyens qui utilisent le service actuellement, les promoteurs pour qui utiliser et faire du développement, c'est un outil. Si le développement au cours des 30 dernières années ou 40 dernières années a pu se faire, c'est parce qu'avant nous, il y a des gens qui ont contribué à la mise en place de cette usine-là. Donc, le montage et le partage de l'assiette est pas mal arrêté. C'est faux, encore une fois, de prétendre que le gouvernement n'a pas confirmé de financement, puisqu'on a déjà une confirmation de 25,2 millions. Donc, c'est important de se le dire. Le 100 quelques millions qu'on a allé chercher y inclut cette subvention-là que nous avons eue là, et qui est confirmée. D'ailleurs, c'est avec ce montant-là qu'actuellement, et depuis quelques années, qu'on travaille et que nos prédécesseurs ont travaillé, soit en octroyant des contrats, en faisant des études
les gestes qui sont posés actuellement. On a été en préachat pour plusieurs équipements au cours des dernières années. Donc, c'est faux de prétendre que le gouvernement n'est pas au rendez-vous. Il l'est. Est-ce qu'on va souhaiter qu'il soit davantage? Bien sûr. D'ailleurs, on a fait un bon balisage. Notre directeur de bureau de projet, notre directeur général adjoint sont au dossier. On fait des rencontres déjà avec certains fonctionnaires du ministère des Affaires municipales. On a une bonne écoute. Il y a une rencontre plus politique qui est à venir. Madame Soucy souhaite nous rencontrer même avant la période des fêtes. Le rendez-vous est à confirmer, là. On pensait vous le confirmer là, mais il est là parce qu'on aura besoin d'informer la population, probablement dans le premier trimestre de l'année 2025, de comment on va ensemble, collectivement, assumer cette facture-là. Parce que la Ville, elle n'en fabrique pas d'argent. Hein? Elle vient de nos contributeurs. Donc, puis on veut s'assurer que ce soit équitable pour tous. Donc, fiez-vous sur nous. On travaille avec le ministère pour essayer de voir quelle partie pourrait être financée à travers quel programme. Puis on va revenir auprès de la population là, quand on va être bien outillé par rapport à ça. Puis à l'égard du moratoire, au moment où on va savoir s'il y a des émissions de H2S en moindre quantité, à quel moment vous allez être en mesure de pouvoir lever le moratoire? Vous parlez du règlement de superposition, oui. Parce que ce n'est pas un moratoire, là, c'est un règlement de superposition. Dès qu'on va avoir des résultats qui sont probants, et on dînait ensemble tantôt avant la rencontre, là, on est tous convaincus que ça va s'améliorer dès 2025. Donc, à partir de ça, on a clairement une commande politique de dès ça va mieux, on réduit la zone. Et ça, c'est une procédure qui va se faire aussi rapidement. Automne 2025. C'est ça. Et là, ben, si on réduit cette partie-là, ben, on est heureux de ça parce que ça va enlever une pression sur le dos de certains citoyens qui sont déjà résidents de ce quartier-là. Puis sur d'autres, comme vous, parce qu'il y en a d'autres, qui souhaitent faire du développement, reprendre là où ils ont arrêté ou leur vision, puis continuer dans ce sens-là. OK. Ma dernière question. On est 2025, ça va être une année électorale. Ça va être quoi les répercussions sur l'avancement du projet, puis l'inscription au montant du budget? Parce qu'on sait que quand une année électorale, tout est un peu gelé. Est-ce que ça va avoir un impact sur ce dossier-là? Bien, on n'a rien gelé dans le budget. Là. On a fait l'étude du budget la semaine passée, puis il n'y a pas rien qui est gelé. On poursuit comme c'est une année normale. Là. Et on ne fait pas de cadeaux à personne. On n'est pas un gouvernement provincial ou fédéral. Là. On ne peut pas envoyer des chèques aux citoyens. Là. Non, je ne parlais pas du budget de la Ville. Là. Je parlais du budget de 110 millions. C'est quoi l'impact que ça va avoir? Parlez-vous des élections municipales? Oui. Bien, sur 2025, ça n'a aucun impact parce que ça va être financé dans le futur qu'on ne sait pas exactement pour le moment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va avoir les chiffres. Les chiffres finaux, comment ça va coûter, puis éventuellement comment on va le répartir en taxes, comment on va le répartir en frais, peu importe les frais, comment on va aller chercher de subventions du gouvernement provincial ou fédéral. Mais pour 2025, il n'y aura pas grand-chose de nouveau là, au niveau ça ne changera rien dans le budget. Mais on va travailler, puis on va donner l'heure juste aux citoyens, par la population, puis après ça, ils jugeront si ce qu'on fait, c'est correct. Mais on ne peut pas faire des miracles, parce qu'on va avoir une facture probablement de 110, 120, 125 millions à payer. Il faut la payer comme ville. Parce que si on ne la paye pas, on arrête le développement de notre ville. C'est pas le but, là. Puis contrairement à un projet de développement, je dirais plus communautaire, puis c'est sans dénigrer aucun de nos projets, mais on ne parle pas d'une bibliothèque, d'un centre communautaire, d'une piscine, où politiquement, il peut y avoir des visions différentes d'un groupe d'élus à un autre. On parle d'obligations légales. Peu importe le conseil municipal avec qui on aura à travailler dans un an, ils vont être devant le même défi, les mêmes obligations. On n'a pas le choix. On est là. Il faut adresser ça. Là où il y a des choix à faire, c'est plus quand il y a des options techniques, là. Puis on ne s'inventera pas spécialiste. Là. On a des spécialistes pour ça. L'usine d'épuration, là, l'eau... En fait, l'eau dans une municipalité, qu'elle soit filtrée, prête à boire, ou que ce soit un rejet, peu importe de où elle vient,
c'est le cœur même d'une ville. Donc, les élus qui vont arriver avec nous, qui vont nous quitter, peu importe, ça va être une priorité pour eux, là. Je ne peux pas m'imaginer un élu qui va entrer au conseil en se disant « Moi, je ne m'occupe pas de l'usine d'épuration. » C'est impossible. On est tous des gens intelligents et tout le monde comprend l'urgence d'agir, l'importance d'agir, puis l'importance d'investir de la bonne façon pour les 40 ou 50 prochaines années. Bien, merci, espérant que les mesures qui sont planifiées pourront réduire les émissions de H2S, puis d'être en mesure de corriger la situation le plus rapidement possible, puis de lever ce fameux, moi je l'appelle moratoire, mais c'est règlement... De superposition. Merci. Bonjour, mon nom, moi, c'est Luc Poirier. Je suis un des résidents de madame ici à l'Élexie depuis décembre 2022. Ça fait 2 ans. Depuis le mois de juin cette année, ma femme a des problèmes d'intestin. Ça rien de... On ne peut pas savoir si c'est ça qui relie. Elle est jusqu'au moment où j'ai demandé au gastro-entérologue si ça aurait des répercussions. Des répercussions, cette usine-là. Puis il m'a répondu fortement de ne plus jamais y poser une question à propos de ce système-là. Fait que ma question est, dois-je m'inquiéter? Ma solution, c'est-tu juste de déménager? Je veux savoir qu'est-ce qui va arriver avec ça si vous dites qu'il n'y a pas de répercussions. C'est peut-être une coïncidence, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose parce que moi, j'avoue ce que j'habite, à tous les jours, je la sens, l'odeur. Ou presque. Mais il ne peut pas avoir un risque zéro. C'est pas impossible qu'il puisse avoir des répercussions parce que c'est ce qu'ils nous ont dit. Et je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, mais oui, il y a des possibilités d'avoir des répercussions sur la santé. À une certaine période, dans l'été, quand on dépasse les normes. Mais 90-95% de l'année, en principe, on ne dépasse pas les normes. Mais malgré le fait qu'on ne dépasse pas les normes, il y a des gens qui sont plus sensibles à certaines choses. Ils peuvent être... il y a des gens qui ont fumé toute leur vie qui n'auront pas de cancer du poumon, puis un autre qui va l'avoir qui n'a jamais fumé. Ça dépend de notre personne en part. Mais je ne suis pas un spécialiste, je connais zéro. Rien en santé, là. Ça n'a peut-être aucun lien. Ouais, ça en a peut-être un aussi, là, parce que je ne peux pas vous dire que ça n'a pas de lien, on ne peut pas le savoir. Mais je suis vraiment désolé de la situation de votre épouse, mais est-ce que ça a un lien ou pas? On ne saura probablement jamais. Quelqu'un va ajouter de quoi, là, mais... Bien, chose certaine... on peut vous assurer qu'on fait tout ce qu'il faut pour diminuer les émanations de H2S. Les odeurs, évidemment, on va mettre en place beaucoup d'interventions, une zone tampon, mais malgré tout ça, on se dit... Nous autres, on vit dans la zone c'est tampon. Ça. Puis là, à voir, selon les plans, ça ne sera pas tout de suite que ça va se régler, ça. Actuellement, ce qu'on entrevoit comme zone tampon, il n'y a personne qui y vit, là. Je peux vous rassurer par rapport à ça. Vous êtes peut-être dans les premiers résidents, là, mais cette zone-là, elle va être plus dans une zone où il n'y a pas actuellement de personnes vivantes quand on se colle là, sur le guide. Cependant, vous êtes le mieux placé pour voir ce qui est le mieux pour vous et votre famille. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une priorité. On agit actuellement, on va encore agir à très court terme et on est positif sur des résultats gagnants l'été prochain. Donc, c'est le mieux qu'on peut vous assurer par rapport à ça. Bien, merci. Du côté de la ville, là, peut-être vous dire qu'il n'y a rien qui va être... aucune mesure, tout va être mis en place, en fin de compte. On va prendre les équipements, là, à la fine pointe de la technologie pour traiter toutes les sources d'odeur. Mais qu'on sorte de là, on ne veut pas se dire, ben, on aurait peut-être pu aller un peu plus loin dans ce secteur-là ou quoi. On va y aller all-in, là, tu sais. Fait que on espère qu'à ce moment-là, la qualité de l'air va être meilleure pour tout le monde. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Jean-Luc Cécile, chef de Saint-Hyacinthe-Uni. Monsieur le maire,
Madame la directrice générale, je veux vous rassurer qu'effectivement, d'autres personnes qui s'impliquent en politique partagent l'importance de ce projet-là, puis on est tous sur le même bateau. Ceci étant dit, je veux en profiter qu'on a des experts pour valider certains chiffres techniques, parce que l'ampleur du projet est souvent difficile à réaliser. Quand on parlait du 45 000 mètres cubes d'eau usée traitée, ça, c'est la capacité qui est traitée présentement? La capacité nominale moyenne de la station présentement. Qu'est-ce que c'était la capacité initiale de cette usine-là quand ce procédé-là a été mis en place? J'ai pas l'information, je ne saurais vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la capacité actuelle et qu'elle va être augmentée à 70 000 mètres cubes par jour. Pour répondre à la question, la capacité n'a pas été augmentée depuis la création de l'usine. C'est la même capacité depuis sa construction en 1980 que maintenant. C'est peut-être ça votre question? Oui, sa capacité à l'époque était considérée comme d'environ 45 000. Exactement. Ouais. OK, donc on est à la limite de la capacité initiale. On a atteint la limite, là, c'est ça. Et il n'y a pas de capacité qui ont été ajoutées en fait. Il y a des modifications d'équipement qui ont eu lieu, mais pas d'augmentation de capacité. C'est ça. Il n'y a pas eu d'augmentation de capacité. Il y a juste eu quelques projets là, de réfection, de changement d'équipement, dans le fond, de remplacement d'équipement, mais aucune augmentation de capacité. C'est pour ça là, que dans la mise aux normes, on va procéder avec une augmentation de capacité. Peut-être pour votre culture, la capacité, là, c'est la somme de deux choses. C'est le volume, on pourrait dire ce qui rentre en volume, mais aussi la charge. Si rentre juste de l'eau, c'est une chose. Plus l'eau est chargée, plus ça affecte la capacité. Et le projet de mise à niveau il va faire en sorte de nous mettre à jour, va nous permettre de gagner de la charge aussi et de la capacité pour l'avenir. Mais comme administration municipale et avec le conseil actuel, il n'y a pas que sur ça qu'il faut travailler pour augmenter notre capacité. Il faut arriver, puis on va travailler en 2025 beaucoup avec la population sur cette sensibilisation-là. Il faut aussi travailler sur le souterrain. Nos réseaux qui sont pas encore séparés, par exemple, avec l'eau pluviale puis la charge. Il faut travailler aussi avec les branchements qui sont non conformes. C'est l'ensemble des gestes qui vont poser sur toute notre filière de traitement d'eau usée qui vont nous permettre d'avoir une charge ou de libérer encore plus d'espace pour le futur. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage des égouts pluviaux qui sont non séparés? Oui, c'est environ 50 de nos réseaux qui ne sont pas encore séparés. Fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. J'aurais une autre petite question. L'impact des matières organiques liquides qui sont envoyées directement en biométhanisation, ça allège la charge significativement pour l'usine d'épuration? Vous parlez des boues? Pas les boues municipales, mais les matières organiques liquides qui proviennent, entre autres, de l'industrie agroalimentaire, qui, plutôt que passer par l'usine d'épuration, vont directement en méthanisation. Est-ce que ça représente un volume important? En fait, les matières qu'on reçoit, c'est des matières qui, autrement, iraient peut-être à l'enfouissement. Iraient dans d'autres... des fois, c'est pour la nutrition animale. Donc, toutes les matières organiques qu'on reçoit des industries, c'est des intrants là, qui passeront jamais par les égouts. Là. C'est deux choses. Mais c'est bien entendu que ça réduit l'empreinte écologique là, parce qu'on fait une circulation 360 des matières, donc on produit de l'énergie avec tout ça à la fin. Là, donc c'est bénéfique pour l'environnement. Et si je peux me permettre, ces matières organiques qui sont reçues à la station d'épuration, ils n'enlèvent pas de capacité à la filière liquide parce qu'elles sont envoyées directement au traitement des boues. Et en fonction de la capacité disponible du traitement des boues, la ville reçoit ces matières-là qui autrement iraient ailleurs et produit de l'énergie verte avec le biogaz qui est produit par les digesteurs. Donc, ça ne vient pas enlever de la capacité à la filière liquide. Non, mais ça, je demandais, c'est ni en enlever, ni pour un impact positif ni négatif. Je voulais surtout voir si ça avait un impact positif pour réduire le volume
parce que ça a une autre filière. Mais les eaux ont été séparées si c'est une usine de Saint-Hyacinthe, puis la partie eau, elle... C'est ça. En ce qui me concerne, moi, je pense que c'est juste positif pour la ville parce que, en quelque part, au moins, on s'assure que ces matières organiques-là se ramassent pas quelque part dans l'environnement par des gens mal intentionnés. Là, ils ont une solution qui est simple, qui est à proximité de leurs industries. Et en plus, ben, c'est une source de revenus pour la ville, le biogaz qui est injecté dans le réseau. Donc, pour moi, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui, c'est ça. J'essaie surtout de comprendre vraiment l'augmentation d'environ 50 %. Je comprends qu'on a besoin d'une marge de manœuvre significative, mais si on a encore la possibilité de séparer un gros volume d'égouts pluviaux, 50 %, si on regarde les prévisions démographiques de l'Institut de la statistique du Québec, c'est quelque chose qu'on a difficilement sur 50 ans. On mentionne que la population de Saint-Hyacinthe a augmenté d'une 40aine de % depuis que l'usine a été créée. Donc, je pense qu'on fait ce travail-là face à un horizon assez lointain. Donc, on prévoit que cette capacité-là, ça correspond à la croissance de Saint-Hyacinthe sur quoi? 40 ou 50 ans? Peut-être, je vais peut-être préciser quelques éléments là, pour mieux comprendre, parce que je comprends votre question. Là. À quelque part, à la base, là, la première augmentation de l'usine, là, c'était pour le plan de gestion des débordements. On a 2 stations principales de pompage à la ville. Puis, pour éviter de déborder sur le réseau, il a été choisi de grossir la capacité de ces 2 stations de pompage-là pour pomper plus de liquide, plus d'effluents à l'usine d'épuration. Donc, nécessairement, il y a une partie de l'augmentation qui va faire en sorte de soulager le milieu récepteur, la rivière Yamaska, de ces débordements-là par l'augmentation de capacité. Fait que ça, c'est un des points majeurs. Maintenant, Mme Frigon en a parlé, c'est au niveau des charges. Ça, c'est quelque chose qu'on contrôle plus ou moins parce qu'on est ici à Saint-Hyacinthe, on a 40 % de nos effluents qui sont des effluents d'industrie. Et bien qu'on puisse se dire qu'on va réduire les volumes d'eau, les charges, elles, ne diminueront pas. C'est-à-dire que la production de nos industries, on l'espère, les industries prospèrent, elle va augmenter, donc les charges vont augmenter. Donc, pour faire un meilleur traitement, il faut aller chercher une capacité additionnelle par les bassins de décantation puis les bassins d'aération pour faire un traitement plus adéquat du liquide, des effluents d'eau usée avant leur rejet à la rivière. Donc, c'est un autre des justificatifs de l'augmentation de capacité. Puis maintenant, après ça, il y a la composante population, puis composante débit industrie qui est calculée. Donc, c'est sûr qu'une mise aux normes comme ça, à ce montant-là, il faut vraiment qu'on voit vers l'avenir. Donc, à quelque part, c'est pour ça que le choix a été arrêté sur une augmentation de 50 % pour avoir une usine pérenne, puis pour pas être obligé de refaire une mise aux normes là, dans 10 ans, exemple, là, parce ça ne nous tentera pas personne là, d'essayer de financer ça là, dans 10 ans. Merci pour vos réponses, vos précisions. Merci beaucoup. Exactement. La réponse était oui à votre question. Oui, on fait ça sur un objectif de plusieurs années. Ça avait été construit dans les années 80, c'est plus de 40 ans, puis on espère pas avoir à y retoucher d'ici les 40 prochaines années. Parce que les coûts augmentent toujours. Qui avait d'autres questions? Bonjour, Annie Pelletier, conseillère municipale à la Ville. Je voudrais remercier premièrement FNX. Merci de votre transparence. Alors, merci d'avoir, avec la Ville, accepté de recevoir nos citoyens, nos citoyennes pour qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Merci. Je voudrais remercier l'équipe de la Ville aussi de notre transparence. Et je vais répondre à une question que Mme Robin tantôt a posée. S'il y aurait des élections, Mme Robin, en 2025, mettons, le mois prochain, il faudrait que je mise sur le 110 millions ou 120 millions qu'on aura à investir, je vous dirais oui. Je vais être présente, même s'il serait en 2026, mais on se dit là, que les élections sont en 2025, là, au printemps, là, je vous dis oui.
parce que pour moi, ma population est importante, puis notre population de demain aussi. Essayons de laisser à nos jeunes citoyens qui s'en viennent à Saint-Hyacinthe, on veut que les jeunes viennent rester à la ville, on veut du développement, alors oui, c'est important. Alors, je fais confiance à la ville, je fais confiance à tous les élus, je fais confiance à vous, Mme Robin, à tous nos entrepreneurs et ceux qui s'élèvent, qui ont des industries à Saint-Hyacinthe, puis on sait que le parc industriel s'en vient de plus en plus petit. Alors, moi, je vous dis, encore, je me répète, les élections auraient lieu ici, aujourd'hui, présentement, et je dis oui aux 120 millions. Merci à vous. Merci, Mme Pelletier. J'ai une dernière question, merci. J'ai une petite dernière question, Monsieur le maire, parce que vous avez répondu, si je ne me trompe pas, c'est M. Poirier. OK, vous avez dit de ne pas s'inquiéter pour les gens parce qu'il n'y avait pas de risque pour la santé. Mais M. Poirier... C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit encore. Vous déformez ce que j'ai dit. OK. J'ai dit qu'il oui, il peut y avoir une certaine inquiétude, mais pour un très bas pourcentage de la population, puis on n'est pas content qu'il y ait un risque. Et oui, il peut y avoir un petit risque. On n'est pas à l'abri de ça pour plein de choses. Monsieur le maire, mon attachement pour la H2S par rapport à la santé des citoyens, c'est que je me fais poser tout le temps des questions par les résidents. Est-ce qu'il faut tester l'air dans nos appartements? Faut-tu fermer nos fenêtres? J'ai mal au cœur, ça a un lien? Puis on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais rencontrés jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois que je rencontre M. Poirier. C'est exactement le genre de questions que j'ai régulièrement. Ma question pour vous, c'est pourquoi... Puis tu sais, les zones grises, là, moi, je ne suis pas capable de répondre à M. Poirier, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais les zones grises, j'aime ça avoir des réponses pour être capable de l'expliquer par la suite. Aujourd'hui, on a eu un paquet d'informations qui étaient pertinentes pour la suite des choses. Une étude, ça ne doit pas être très, très dispendieux. Pour au moins rassurer les gens, peut-être l'inquiétude vient des zones grises. Fait que peut-être cette étude-là pourrait être intéressante pour voir les citoyens qui habitent le nuage et au pourtour. Est-ce qu'il y aurait un réel enjeu de santé, oui ou non? Ça serait peut-être 1 000, 1 000, 2 000 bien investi pour être capable de pouvoir répondre. Je lance l'idée comme ça. Mais lors de la dernière réunion, vous étiez présente, les gens des services de la santé étaient là. Ils vous l'ont dit que le risque n'était pas à zéro, mais qu'il n'était pas énorme. Et ils ne nous ont jamais recommandé d'aller dans le sens d'une étude parce que l'étude va dire la même chose qu'est-ce qu'ils sont venus nous dire. Elle va dire, on souhaite qu'il n'y ait pas de conséquences, mais ils ne pourront jamais nous dire avec certitude s'il y en a ou pas. Peu importe qui va faire l'étude, que ce soit vous, que ce soit nous, que ce soit les gens de la santé, on ne sera jamais, on n'aura jamais quelque chose qui va nous dire non, il n'y en a pas de risque. Il y en a des risques. On ne se le cache pas. Ils nous ont aussi dit clairement que les risques, les gens qui peuvent sentir les effets sur leur santé, ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, on a été transparent dans cette démarche-là. Si on avait eu le moindre doute d'un risque grave, d'une contamination grave, on n'en serait même pas là. On aurait pris action pour ce qui est grave. Donc, c'est pas grave, mais c'est possible. À partir du moment où c'est possible, d'une part, qu'il y ait des effets, puis qu'en plus, on ne réponde pas à une des 2 normes du ministère de l'Environnement, bien, c'est la somme de ces 2 problématiques-là qui nous ont amenés à faire un règlement de superposition. On aurait pu ne pas le faire. Il n'y a personne qui a forcé la Ville à faire ça. On ne l'aurait pas fait, peut-être qu'on nous aurait reproché de ne pas le faire. Donc, il faut le voir dans son ensemble. La volonté, là, c'est d'être transparent, de dire, et c'est quand on était certain, après test par-dessus test, qu'on en était là, puis qu'il y avait encore un bout de chemin à faire avant qu'on pose des gestes qui est en train de se poser, puis qu'il y a un effet positif, que ça s'est ajouté. Donc, on n'est pas là pour faire peur aux gens. En même temps, on ne peut pas nier que c'est possible qu'il y ait quelqu'un, pour des conditions particulières, qui sente ces effets-là. On nous l'a bien expliqué. Les gens de la santé publique nous l'ont expliqué. Il y a des gens qui moi, personnellement, là, je suis toujours en admiration devant nos employés de l'usine. Parce qu'à toutes les fois que je vais
les rencontrer à l'usine, je me dis, mon Dieu, il faut être fait fort. Hein, parce qu'ils sont dans le quotidien, ils sont là-dedans. Mais cette odeur-là, là, elle nous appartient à tous, là. Il n'y a pas de vitalité économique si on ne traite pas les boues usées. Il n'y a pas de développement résidentiel s'il n'y a pas de traitement des... Tu sais, on ouvre le robinet, on prend de l'eau, ça va, puis la toilette, on chasse ça, puis quelqu'un d'autre s'en occupe, là. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a de l'acharnement. Je le vois comme de l'acharnement en essayant de dire, nous-mêmes, là, on n'a pas eu, puis merci de témoigner, monsieur, de votre situation, parce qu'il y en a peut-être d'autres comme ça qui se questionnent. On vous invite, vous êtes une ambassadrice, de répéter ce qu'on vous dit. Puis ce qu'on vous dit, on l'a appris de la santé publique, d'experts qui sont venus ici. Puis vous êtes tout à fait libre de rentrer en contact avec eux pour vous faire rassurer davantage si vous ne l'êtes pas suffisamment. Nous, on l'est. On sait qu'on a pris les bonnes mesures, puis qu'on souhaite agir, on agit, puis dès qu'on va pouvoir retirer ça, on va le faire. Et si c'était grave, la santé publique nous aurait ordonné de relocaliser des gens, de les déplacer, de créer une zone où personne aurait vécu là. Ils nous ont pas demandé ça. Ils nous ont dit de rester vigilants, que ça pouvait créer certains inconforts, mais ils nous ont jamais demandé de dire à la population de déménager. Ou si c'était vraiment grave, c'est ce qu'ils nous auraient exigé, là. Ils l'ont pas fait, là. Puis il y a un parallèle là, qui avait été fait lorsqu'on en a parlé l'autre jour là, avec le bruit. On parle de nuisances. Ça, là, c'est des nuisances par les odeurs, mais les nuisances par le bruit, là, ça peut générer chez des gens du stress aussi. Puis le stress, ça peut causer des maux. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là que le niveau d'odeur en présence, là, présentement, c'est le même qui peut interagir avec certaines personnes peut-être plus sensibles à justement ces nuisances-là. Puis on est tous différents, mais effectivement, là, c'est possible qu'il y ait des gens qui soient incommodés. Est-ce qu'on a encore des questions? Bon. Alors, voilà ce qui conclut le point de presse de cet après-midi. Je vous rappelle que si vous avez encore des interrogations, vous pouvez toujours les poser lors de la prochaine séance publique qui se tiendra le lundi 16 décembre prochain à 18h30 à l'Hôtel de Ville. De plus, le point de presse de cet après-midi, il sera disponible en intégralité sur le site Internet de la Ville, ainsi que sur les ondes de Nous TV dès la semaine prochaine. Alors, je vous remercie tous et tous d'être venus cet après-midi.